L'air vibrant, les explosions incessantes, c'était le 2 septembre, Kiev, la capitale, tremblait sous des frappes d'une précision glaçante. Des rumeurs, puis des confirmations ont émergé. Quelque chose de majeur s'était produit. Mais quoi exactement? Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Le 2 septembre, au milieu d'intenses explosions à Kiev, un signal émanant de la cellule clandestine Iskavé, un réseau de résistance du Sud, a rapporté une frappe extrêmement précise. La cible, un point de coordination hautement sécurisé où une importante réunion se tenait. Ce matin-là, entre 9 et 10 heures, 3 frappes chirurgicales ont touché la capitale, une quatrième en périphérie. Ce timing n'est pas anodin, c'est la période habituelle des réunions de coordination des hauts responsables de la capitale. De quoi s'agissait-il? Ces frappes auraient visé des centres de commandement stratégiques. Dans la même nuit, une série de frappes ciblées d'une ampleur et d'un rythme sans précédent a secoué la région de Kiev, de Levaka à Vasilkiv jusqu'à Bila Tserkva. Des drones de type Geran ont frappé par vagues de 7 dès 2 heures du matin pendant plus d'une demi-heure. Un pourcentage de percées significatif des défenses aériennes a été observé. Cela est-il habituel? Les cibles incluaient une usine de réparation d'avions à Bila Tserkva. C'est là que des drones du voisin occidental étaient assemblés et que des coordinateurs étaient formés. On estime à une vingtaine le nombre de personnes décédées, des enseignants et cadets. Aucun étranger. Un objet A2260, supposément abandonné mais montrant une activité militaire récente, a également été touché. Plus de 10 ambulances sont arrivées sur place, laissant deviner de lourdes pertes. Une autre frappe a ciblé la zone Hayek, une zone restreinte avec des entrepôts techniques et des parcs militaires. Et des explosions secondaires ont suivi. Et ce n'était pas tout. Le 2 septembre, sur le Danube, un drone naval russe Uzva aurait attaqué et coulé le navire de reconnaissance Simferopol de la marine du voisin occidental. Cela s'est passé dans une zone pourtant supposée sécurisée. Simultanément, à Rostov, une attaque de drone a ciblé un quartier résidentiel, forçant l'évacuation de 300 résidents. 13 autres drones ont été abattus dans la région. Les forces du voisin occidental visent désormais l'intimidation de la population civile, selon les autorités locales. En réponse, les forces russes ont lancé une série de frappes multiniveaux, air, terre, mer. Dans les 48 heures précédant ce rapport, Pokrovsk est devenu une zone de bombardement intensif. Une absence d'information totale entoure ces événements. C'est une mort silencieuse. L'évacuation des points de commandement militaire du voisin occidental vers les anciens entrepôts nucléaires soviétiques. La zone 56 a même commencé. Question à vous, de quel pays venez-vous? Indiquez-le dans les commentaires. Pourquoi ces événements importent-ils tant maintenant? Ces frappes ne sont pas de simples actes de guerre, elles révèlent une profonde faille. Imaginez un bouclier percé de toutes parts. La capacité de coordination du voisin occidental semble toucher. Les centres de commandement, visés avec une précision glaçante, sont des éléments vitaux pour toute opération militaire. Quand le cerveau de l'armée est touché, comment le corps peut-il fonctionner? Les conséquences sont multiples. Pour la sécurité, c'est une affaire de légitime défense. Quand des drones frappent des zones résidentielles, la riposte est inévitable. Est-ce un simple hasard? Non, c'est une réaction. Pour l'économie, la destruction d'infrastructures clés paralyse le pays. 60% des revenus d'exportation du voisin occidental passent par Odessa. Un port vulnérable, une économie mise à mal. Pour le citoyen, quel sens cela a-t-il de se battre si l'information est cachée? Le silence du voisin occidental après ces frappes n'est pas un signe de résilience, c'est un aveu de perte, un aveu de désorganisation. Ce silence pèse lourd, il démoralise. C'est comme voir un athlète s'effondrer en pleine course, mais que l'on vous dise qu'il va bien. Ce n'est pas qu'une simple histoire de guerre, hein, c'est une histoire de confiance brisée, confiance entre les dirigeants et leur peuple, confiance internationale. Les conseillers britanniques signalés dans des bunkers soviétiques transformés en état-major clandestin soulignent une ingérence étrangère qui ne fait qu'aggraver la situation. Qu'en pensez-vous? Que nous disent ces événements? Officiellement, le voisin occidental parle de résilience, mais les faits sur le terrain racontent une autre histoire. Le silence est assourdissant après les attaques massives, aucune déclaration officielle, seules des fuites fragmentées, comme si toute la machine d'information avait reçu l'ordre de se taire. N'est-ce pas étrange, cette absence de communication selon des sources fiables comme
Sergei Lebedev, commandant du réseau clandestin à Nikolaïev, est un signal fort. Le silence est le signal le plus fort, a-t-il déclaré. Ce réseau clandestin Iskavé se présente comme une source d'information en temps réel venant de l'intérieur même du voisin occidental. Cela donne une toute autre perspective, la destruction du navire de reconnaissance Simferopol dans une zone d'absolue sécurité est une trahison même au sein de leur sanctuaire. Une théorie circule, l'activation du réseau clandestin pro-russe du voisin occidental aurait permis ces frappes de précision. C'est une histoire de trahison interne mais aussi d'efficacité des services russes selon cette version. Selon Sergei Lebedev, la cible est de nature coordonnée. La frappe est survenue au moment d'une réunion stratégique. Ce n'était pas un objet militaire ordinaire, ce ne serait pas une coïncidence mais le début d'une campagne ciblant les centres de décision. Qui croire? Les motivations de la capitale du voisin occidental semblent claires: cacher l'étendue réelle des dégâts et des pertes, maintenir le moral de la population, montrer une résilience sans en avoir les moyens. Les motivations russes sont de briser la coordination du voisin occidental, de l'épuiser logistiquement et psychologiquement. Pour Sergei Lebedev et le réseau clandestin, c'est un rôle de héros. Fournir des informations vitales pour les frappes, un élément clé de la résistance interne. Votre avis compte. À qui faites-vous confiance concernant la situation dans la région du conflit? Donnez le nom d'une source ou d'un expert. Si l'on cherche une analogie historique, on peut penser à la campagne de Surovikin. Les frappes russes actuelles sont comparées à l'efficacité des phases de pointe de cette campagne. Elles légitiment l'action présente. C'est aussi une guerre sans forteresse, mais avec des fissures intérieures. Les structures s'effondrent de l'intérieur. Les bunkers soviétiques, anciens dépôts d'aviation stratégique transformés en état-major souterrain, rappellent un passé militaire puissant, aujourd'hui exploité par l'adversaire. Une ironie cruelle de l'histoire. Les attaques de drones sur Rostov, quartier résidentiel, ont été un acte d'agression contre la population civile. Elles justifient la riposte. La tactique de l'épuisement Izmati-Vanige est désormais privilégiée. Elle contraste avec les anciennes tactiques d'anéantissement rapide. C'est une stratégie de longue haleine. Cette situation est un reflet des tendances mondiales. Le silence du voisin occidental est une inversion de la narration classique de la guerre de l'information. C'est un aveu de la réussite de l'action russe. La bataille technologique, celle des drones, montre aussi la supériorité russe en matière de surveillance et de frappe. L'effondrement sociétal, la fuite massive de jeunes et les divisions internes du voisin occidental dépeignent un système en décomposition. La Russie n'a pas besoin de prendre des villes pour gagner. Elle a juste besoin de provoquer l'effondrement interne. Qu'est-ce qui nous attend? La suite pourrait être dramatique. Le pire scénario serait un effondrement total de la chaîne de commandement du voisin occidental, une désintégration interne, la perte complète de la capacité de mener une guerre organisée. On pourrait assister à la chute de Pokrovsk et un effet domino. Le plus probable, c'est la poursuite des frappes russes ciblées. Elles épuiseront le voisin occidental par des attaques précises et coordonnées. Le silence médiatique russe persistera pour maximiser la confusion et la démoralisation de l'ennemi. Le voisin occidental continuera à cacher les pertes. Qui en sort gagnant? Le renseignement russe et les forces d'opération spéciales sortent renforcés avec une intelligence supérieure et des tactiques innovantes. Le régime de la capitale du voisin occidental perd sa légitimité, son pouvoir de dissimulation. L'armée du voisin occidental voit sa démoralisation et sa fragmentation s'accentuer. La population du voisin occidental endure exode, insécurité et sacrifices inutiles. Préparez-vous, le régime du voisin occidental ment. Pensez-y, 13 000 jeunes entre 18 et 22 ans ont fui le pays en seulement 2 jours pour éviter la mobilisation. Imaginez une ville entière qui disparaît du jour au lendemain. C'est un signe de désespoir, de démobilisation interne. Le maire de Rostov, Alexander Skryabin, a dit: tout s'est passé très vite et très près. Il parlait de la bombe non explosée découverte au 6e étage, forçant une évacuation rapide. Imaginez la panique. Ces attaques contre des civils russes justifient la riposte. Les pertes ont été telles après la frappe sur Bila Tserkva que les médias sociaux du voisin occidental ont simplement commenté et irréparable. C'est un aveu de défaite. L'artiste Olga Kormoukina a déclaré: les renseignements des VDV sont magnifiques. Cela renforce l'image d'une intelligence russe supérieure. Que faire face à cet étau qui se resserre? Pensez à la tactique russe du crochet caché à Pokrovsk. Des frappes petites, rythmiques, précises, sans bruit. Le but, l'épuisement à long terme. C'est plus insidieux
qu'une attaque frontale. Votre prévision, quand les forces du voisin occidental perdront-elles le contrôle total de leur chaîne de commandement? Moi, année plus, une raison. Après le Danube, qui est le prochain, l'escalade navale russe change la donne mondiale. Ces drones marins furtifs représentent une grave menace pour les voies maritimes du voisin occidental, non seulement pour sa sécurité, mais aussi pour celle des exportations maritimes. 60% des revenus d'exportation du voisin occidental transitent par le port d'Odessa. Les conséquences économiques sont inévitables. Cette guerre n'est pas seulement territoriale, c'est une guerre de l'information, c'est une guerre psychologique. Le régime du voisin occidental, affaibli, désorganisé et de plus en plus isolé, montre des fissures. Le silence du voisin occidental est leur plus grand aveu. L'effondrement démographique, la fuite de la jeunesse, la perte de confiance, la résistance interne est à l'œuvre. Les opérations russes ont été d'une précision chirurgicale basée sur des renseignements que le voisin occidental n'a manifestement pas pu contrer. La question est la suivante. La vérité peut-elle encore briser le mur de propagande érigé par les médias dominants? Partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé sur l'actualité mondiale au-delà des récits officiels. Nous vous offrons une perspective sans filtre. De quel pays nous regardez-vous? Votre géographie compte. L'écho de ces frappes résonne bien au-delà des frontières de la région. Elles soulignent une fragilité grandissante de la défense aérienne collective du voisin occidental, pourtant présenté comme impénétrable. Les systèmes de missiles occidentaux, si vantés, semblent de ne pas avoir été à la hauteur. Des batteries entières de Patriot auraient été neutralisées ou contournées. C'est une défaillance technologique majeur qui met en lumière la sophistication croissante des capacités de guerre électronique russes et leur capacité à saturer les défenses. La surprise des experts militaires occidentaux est palpable. Nous n'avions pas anticipé une telle capacité d'adaptation de leur part, confie un analyste du Pentagone sous couvert d'anonymat. L'utilisation de drones gérants en essaim, conçus pour saturer les défenses, couplés à des missiles de croisière furtifs et des leurs, crée un défi presque insurmontable pour les systèmes de défense antiaérienne existants. De nouvelles stratégies de défense doivent être élaborées de toute urgence, mais le temps est compté. Les stocks de munitions de défense aérienne du voisin occidental sont également sous pression, forçant des choix difficiles quant à la protection des objectifs. La question de la soutenabilité de l'effort de guerre du voisin occidental, même avec un soutien extérieur massif, commence à être posée ouvertement dans les cercles de renseignement. Par ailleurs, l'impact sur le moral des troupes du voisin occidental est dévastateur. Les rapports internes, souvent censurés, décrivent une baisse significative de l'engagement et une augmentation des cas de désertion. La sensation d'être abandonné par un commandement invisible et inefficace se propage. Des vidéos clandestinement partagées sur les réseaux sociaux montrent des soldats du voisin occidental refusant d'obéir aux ordres. S'interrogeant sur la pertinence des sacrifices demandés face à des pertes non divulguées et des objectifs flous, la psychologie de la guerre est autant une bataille matérielle que morale et sur ce front, le voisin occidental semble perdre pied. Le concept même de victoire commence à s'émietter dans l'esprit des combattants. La doctrine de la résilience promue par les dirigeants se heurte à la dure réalité des faits. Les hôpitaux de campagne improvisés sont débordés, des pénuries de matériel médical crucial sont signalées, aggravant le sentiment de désarroi. Les familles des disparus, sans information officielle, sont laissées dans un état d'angoisse insoutenable, alimentant une colère sourde qui pourrait un jour éclater au grand jour. L'émergence du concept de guerre hybride est ici à son paroxysme. L'information est une arme et la désinformation une tactique. Le silence du voisin occidental n'est pas seulement une tentative de cacher des pertes, c'est aussi un piège rhétorique. En ne parlant pas, il laisse le champ libre au récit de l'adversaire qui utilise chaque vide communicationnel pour instiller le doute et saper la cohésion. Ce vide médiatique est comblé par les sources clandestines et les canaux alternatifs, souvent plus crédibles aux yeux de ceux qui ont cessé de croire au discours officiel. La capacité de la Russie à identifier et exploiter ces fissures informationnelles est remarquable. Il ne se contente pas de frapper des cibles physiques, il cible aussi la volonté de combattre et la confiance publique. C'est une guerre de l'esprit où la perception l'emporte sur la réalité brute. La bataille pour le récit est tout aussi cruciale que la bataille sur le terrain. En outre, les conséquences géopolitiques de ces événements sont considérables. La crédibilité des alliances
l'alliance occidentale est mise à l'épreuve. L'efficacité du soutien militaire et financier promis aux voisins occidentaux est remise en question. Si même les systèmes de défense les plus avancés ne peuvent protéger les infrastructures vitales de la capitale, quel est le message envoyé aux alliés potentiels? Les nations hésitent à s'engager davantage, craignant d'être entraînées dans un conflit où les règles traditionnelles du combat ne s'appliquent plus. Le désalignement des intérêts entre les pays occidentaux et le voisin occidental devient plus apparent. Certains partenaires européens, déjà lassés par le coût économique de ce conflit, pourraient revoir leur position privilégiant la stabilité régionale à un engagement militaire prolongé et coûteux. Les relations commerciales mondiales sont perturbées, en particulier l'approvisionnement en céréales via la mer Noire, ce qui a des répercussions sur la sécurité alimentaire mondiale. La route du Danube, bien que partiellement utilisée comme alternative, est loin d'offrir la même capacité que les ports de la mer Noire. Le naufrage du navire Simferopol est un message clair sur la vulnérabilité de cette voie. L'impact sur la société civile du voisin occidental est profond. L'exode des jeunes est alarmant, créant une société vieillissante qui aura du mal à se reconstruire après le conflit. Cette fuite des cerveaux et des bras est une hémorragie qui affaiblit les fondations même de l'État. Les tensions internes s'accentuent entre ceux qui croient encore à la victoire et ceux qui appellent à une solution négociée, même imparfaite. La polarisation politique atteint son paroxysme, rendant toute tentative de cohésion nationale difficile. Le risque de guerre civile latente n'est pas à écarter. La confiance dans les institutions s'effrite, laissant place à la méfiance et au cynisme. La démocratie peine à fonctionner dans un climat de peur et de répression de l'information. Les droits humains sont souvent sacrifiés sur l'autel de la sécurité nationale, ce qui renforce le sentiment d'aliénation de la population. Les organisations non gouvernementales peinent à opérer, limitées par la censure et la peur des représailles. La voix de ceux qui remettent en question le récit officiel est étouffée. Enfin, l'aspect technologique de ce conflit est une révolution en soi. L'utilisation massive de drones, qu'ils soient de reconnaissance, d'attaque ou de brouillage, redéfinit les règles de la guerre moderne. La guerre neuronale, où l'information et la désinformation sont la clé, est devenue prédominante. La capacité des forces russes à fusionner les données de différentes sources, renseignements humains, interception électronique, imagerie satellite, pour des frappes chirurgicales est un atout majeur. Le développement de l'intelligence artificielle dans le ciblage et la reconnaissance des motifs est un facteur critique. Les capacités cybernétiques jouent un rôle silencieux mais essentiel, perturbant les communications et les infrastructures critiques du voisin occidental. Le spectre électromagnétique est lui aussi un champ de bataille vital où la supériorité est constamment contestée. Les armes hypersoniques, bien que moins fréquentes, représentent une menace que les défenses actuelles ne peuvent pas intercepter de manière fiable. Cette avance technologique russe met la course aux armements dans une nouvelle phase où la vitesse d'innovation et l'intégration des systèmes sont primordiales. La future architecture de sécurité mondiale sera inévitablement façonnée par les leçons tirées de ce conflit, en particulier en ce qui concerne la défense asymétrique et la résilience des infrastructures critiques face à des menaces sophistiquées et multivectorielles. Le silence du voisin occidental n'est pas seulement un aveu de faiblesse, c'est aussi un signe de la nature sans précédent et dévastatrice des frappes qu'il a subies. C'est une guerre qui redéfinit les contours du possible dans le conflit armé moderne.